Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien dans ce contexte de plus en plus compliqué pour l'économie française, pour la France au sens large. C'est que nous avons malheureusement une crise sociale, sociétale qui est en train de s'installer. On l'a annoncé ici même il y a déjà plusieurs mois, mais on nous riait au nez en disant mais non, tout va bien, la croissance est forte, le chômage baisse, etc. On ne regardait pas les vrais chiffres. Et en fait, on voit bien, on vient d'avoir les chiffres, le PIB français baisse déjà depuis 2 trimestres et parallèlement on a un chômage qui augmente. On a cette grogne tout à fait justifiée de nos amis agriculteurs. Ben oui, pourquoi? Parce que finalement, on a trop de pression fiscale, trop de pression réglementaire, des normes incroyables qu'on s'oblige à respecter alors qu'on importe des produits de pays où là, il n'y a aucune norme qui est imposée. Donc tout ça ne fonctionne plus, bien entendu, et nos dirigeants semblent aujourd'hui découvrir le poteau rose. Alors, ça fait des années que ça dure. Je vous rappelle que finalement, c'est comme pour l'industrie. On a fait un choix stratégique dans les années 90 de désindustrialiser le pays. À l'époque, on nous disait on va avoir une économie française sans usine et ça sera très bien. On a vu les dégâts ensuite, et bien pareil pour l'agriculture. L'agriculture qui était à peu près, ça représentait environ 5% de notre PIB à la fin des années 70, début 80. Ensuite, on est tombé à 2% en 2005, et là on est à 1,5% de notre richesse, alors que finalement notre agriculture doit nous permettre d'avoir une indépendance alimentaire. C'est vrai qu'en plus on exportait, on était premier exportateur mondial de blé, on a perdu cette place il y a déjà plusieurs années, notamment au profit de la Russie. Donc tout ça on a laissé faire. Alors bien sûr nos dirigeants allaient au salon de l'agriculture pour se montrer, faire du marketing, mais ça ne suffit pas, il faut prendre effectivement des bonnes mesures, également de transparence des prix, de meilleure concurrence, et donc tout ça pour permettre, les agriculteurs ne veulent pas des aides, des subventions, ils veulent surtout qu'on les laisse vivre, et comme un peu tous les Français finalement, en réduisant la pression fiscale, réduisant la pression réglementaire qui pèse sur notre quotidien, et donc pour pouvoir retrouver un bol d'air et retrouver le chemin de la croissance, parce qu'en attendant, justement je l'évoquais, les chiffres viennent de sortir sur l'activité économique française, ils sont extrêmement mauvais, on va voir ça dans le détail, et puis on se terminera bien sûr comme d'habitude par une bonne nouvelle, et je tiens d'ailleurs à vous remercier pour votre fidélité. C'est sûr qu'on a on est plus de 116 000 abonnés maintenant, et donc comme promis nous avons lancé les abonnés premium. J'ai beaucoup de demandes pour avoir tous les slides, tous les graphiques que je présente, mais ça y est, c'est possible à partir de cette semaine, puisque si vous êtes abonné, vous pouvez maintenant devenir abonné premium, donc il suffit de cliquer sur souscription, voilà, sur le site, sur YouTube, et à ce moment-là je vous enverrai effectivement les slides à votre demande, et puis il y aura également des webinaires pour répondre à toutes vos questions, et je répondrai également à vos questions en exclusivité et en priorité pour tous les abonnés premium. Voilà, là, chose promise, chose due, on vous l'annonçait depuis quelques mois, c'est vrai que j'ai pris un peu de temps pour le faire, voilà, c'est fait à partir de cette semaine, vous pouvez donc y aller et vous abonner premium entre guillemets, ce qui vous permettra justement d'avoir tous ces slides. Alors, on commence tout de suite parce qu'il y a énormément d'actualités économiques et de chiffres également à vous montrer, et on va commencer donc comme promis avec le PIB français. Les chiffres du quatrième trimestre viennent de sortir, et donc nous avons bien eu 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Regardez bien. Alors c'est vrai que vous savez que l'INSEE révise un petit peu ces chiffres régulièrement, mais malgré David Copperfield qui a embauché depuis des années à l'INSEE, finalement on n'arrive pas à éviter l'inévitable, et donc regardez bien, on a bien eu une baisse du PIB français, hors inflation bien sûr, moins 0,03% au 3e trimestre 2023 et moins 0,02% au 4e trimestre 2023. C'est pas beaucoup, mais bon, techniquement, on a bien eu 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, donc nous avons bien une récession. Alors quand on regarde, alors la courbe rouge ici, c'est ce qu'on appelle le glissement annuel du PIB, donc on compare le 4e trimestre 2023 par rapport au 4e trimestre 2022, donc on est à 0,66% de hausse, mais on verra tout à l'heure les indicateurs avancés, ça va malheureusement se dégrader. En attendant, sur le 4e trimestre, malheureusement, tous les chiffres, tous ce qu'on appelle les postes de la demande sont en baisse. Chiffre également de l'INSEE, tout à fait officiel. On commence bien sûr par la consommation, moins 0,1% de baisse de la consommation, et donc on aurait pu avoir pire évidemment s'il n'y avait pas eu certaines aides, notamment sur l'automobile, mais c'est quand même une baisse assez nette. Beaucoup plus inquiétant encore, enfin du moins tout est inquiétant, mais là c'est encore plus grave parce que pendant des mois ou des trimestres, on se gargarisait en disant les entreprises vont bien, elles investissent, elles embauchent. Voilà, investissement des entreprises au 4e trimestre,
moins 0,6%. Et donc s'il n'y a pas d'investissement, ensuite il n'y a pas d'emploi, donc il y a moins de revenus, donc il y a également du chômage, donc moins de consommation. Mais c'est le cercle pernicieux extrêmement dangereux qui est en train de s'installer en France. Sur l'investissement logement des ménages, bon là on le sait, on l'a souvent évoqué, il y a une crise immobilière qui est là, de la construction du bâtiment au sens large et qui s'installe, ça fait déjà plusieurs trimestres que ça baisse, mais là regardez bien en quatrième trimestre, moins 1,4%, c'est assez dramatique. Formation de stock, ben là aussi nos entreprises déstockent, vous voyez, moins 1,1 point, ça contribuait négativement à l'activité économique. Les exportations également ont chuté de 0,1%, vous voyez que tout est mauvais, j'ai envie de dire, dans ces chiffres. Et puis alors, c'est vrai qu'on a eu un élément statistique un petit peu spécial, les importations ont baissé de 3,1%. Alors sans rentrer dans la technique, il faut savoir que les importations contribuent négativement à la croissance. Pourquoi? Parce que la croissance mesure ce qu'on appelle donc le PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire ce qui est donc produit et consommé, donc surtout produit ici chez nous en France, dans le territoire intérieur. Et donc par exemple ce qu'on consomme et qui est fait à l'étranger, ce sont les importations, ça ce n'est pas fait ici. Donc finalement ça sort de la mesure du PIB. Voilà pourquoi donc les importations contribuent négativement à la croissance. Mais la surprise, les importations, regardez bien, ont baissé de 3,1%. Donc lorsqu'elles baissent, cela contribue positivement à la croissance. Ça veut dire que grâce à la baisse des importations, ça a dopé l'activité, la croissance de 1,2 points. Ça veut dire que hors importation, on aurait une baisse du PIB. Une baisse du PIB de 1,2% sur un trimestre. Évidemment, on ne va pas enlever les éléments qui nous dérangent, mais tout ça pour dire que, attention, ces chiffres sont vraiment extrêmement mauvais. On voit bien ici, tout baisse, même les importations, ce qui veut dire que ça aurait pu être pire s'il y avait une petite hausse des importations au quatrième trimestre. Donc, prudence. Alors bien sûr, on a également eu les chiffres de PIB de la zone euro, et donc on nous dit, ben oui, mais bon, c'est moins grave qu'ailleurs. C'est vrai que c'est quand même moins grave qu'en Allemagne. Là, en Allemagne, le PIB a baissé de 0,3%. On a une vraie récession dramatique en Allemagne. Les Allemands payent évidemment leurs erreurs, l'arrêt du nucléaire, etc., la dépendance au gaz russe, et puis également trop, je dirais, d'exportation dans les pays où aujourd'hui on ne peut plus exporter, notamment effectivement la Russie par exemple, mais également la Chine. C'est plus compliqué aujourd'hui, puisqu'il y a également une croissance qui ralentit. On avait donc l'Irlande, moins 0,7, mais bon, l'Irlande, c'est très volatile. La Lituanie, moins 0,3, et donc la France, moins 0,02%. Tous les autres pays dont on a aujourd'hui les statistiques, on a une hausse du PIB. Donc vous voyez que la France, c'est pas la meilleure élève, comme certains veulent bien l'annoncer. Donc zone euro, c'est une stagnation, on évite de justesse la récession. On a eu une baisse du PIB au troisième trimestre, puis regardez, au quatrième, on a fait plus 0,03%. L'Italie, 0,2% de hausse. L'Autriche, 0,2%. La Belgique, 0,4%. La Lettonie, 0,4%, et donc l'Espagne 0,6%, et même le Portugal 0,8% de croissance. Donc la France est loin d'être dans les meilleurs élèves de l'activité économique. Mais le pire, c'est que ces chiffres, donc très moyens de la croissance française, ont été obtenus malgré l'explosion des déficits publics et de la dette publique. Je vous rappelle des chiffres assez incroyables, on n'a pas encore les chiffres du quatrième trimestre 2023, mais juste simplement en observant de 2020, du premier trimestre 2020 au troisième trimestre 2023, voilà de combien a augmenté la dette publique française, plus 30%. Comme vous le savez, ça fait plus de 730 milliards d'augmentation. Donc on se dit bien, il y a un petit problème. Augmenter autant la dette publique pour avoir si peu de croissance. Vous voyez, les Allemands ont fait 27,1%, aussi d'ailleurs ils souffrent, ça c'est clair. La zone euro 25,6%, les Pays-Bas 18,3%, Italie 18%, Portugal 12%, et regardez la Grèce, seulement 8,8%. Mais si vous regardez bien maintenant, depuis 2017, c'est vrai que dans 2017, on a eu justement soi-disant un changement de politique. Et bien là, regardez bien, c'est encore pire. Les écarts sont encore plus dramatiques puisque la France, c'est plus 37% d'augmentation, 37,1% donc depuis 2017. La zone euro, 28%, l'Allemagne, 23%, l'Italie, 22,2%, la Grèce, 15,9%, Portugal, 13% et Pays-Bas, 9,3%. Donc arrêtons de se gargariser parce qu'on a fait 0% de croissance, voire moins 0,02%, parce que vu ce que ça nous coûte, je vous rappelle que le déficit public français ne cesse d'augmenter. On a eu les chiffres là, également du troisième trimestre, on n'a pas encore le quatrième trimestre, mais on sait qu'on est à peu près à 4,8% de notre PIB de déficit, donc c'est le troisième plus mauvais niveau de la zone euro, encore une fois, et on est très, très loin d'avoir la troisième meilleure performance de croissance de la zone euro. Et pareil, si on regarde la dette publique par rapport, je dirais, à notre PIB, on est numéro 3 de la zone euro au troisième trimestre 2023. Numéro 1, c'est bien sûr la Grèce, on les voit ici. Ensuite l'Italie, donc la France à 111,9%.
Si on regarde sur longue période cette dette publique, et là on voit que la France vraiment met en danger l'ensemble de la zone euro, donc la dette publique depuis 2007 a augmenté, là aussi soi-disant c'était une rupture, et puis on voit ce que ça a produit, hein, même si à partir de 2012 ça a été encore pire, mais tout de même, plus 151% d'augmentation de la dette publique, alors que sur la même période le PIB en valeur, donc augmenté de l'inflation, a augmenté de 47,6%, donc un écart de 3,2, donc la dette publique a augmenté 3,2 fois plus vite que le PIB en valeur augmenté de l'inflation. C'est évidemment inacceptable, d'autant que d'autres pays ont fait des performances bien plus joyeuses, entre guillemets, ou du moins bien moins dramatiques. On voit ici la dette publique allemande, plus 62%, alors que le PIB en valeur sur la même période a augmenté de 67,7%. Certains vont me dire, oui, mais je préfère être en France, au moins on a bien dépensé. Oui, c'est la cigale et la fourmi, c'est sûr. Le problème est que combien de temps ça peut durer, hein, cette déconnexion et ces dérapages entre la France et les autres pays de la zone euro, ça commence à gronder. Et là aussi, on risque d'avoir, on le voit sur l'agriculture, mais pas seulement, il y a des tensions au niveau européen, avec un risque existentiel sur la zone euro. Est-ce que les pays vont continuer de s'accorder, de trouver des terrains d'entente et de se voiler la face? Ça paraît de plus en plus compliqué. On voit nos amis allemands qui souffrent, qui sont en récession, et qui disent, il n'y a qu'à lire la presse allemande, regardez les Français, ils ne sont pas en récession, enfin oui, ils le sont, mais de façon plus limitée que les Allemands, mais ils ont explosé la dette publique, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Donc là, jusqu'à quand ça va durer? C'est extrêmement dangereux, il va falloir le surveiller. D'autant que les perspectives d'activité sont malheureusement là aussi très mauvaises sur la France. Les indicateurs des directeurs d'achat, vous savez qu'on suit tous les mois, viennent de sortir. C'est la première estimation pour le mois de janvier 2024. Et bien voilà, ça continue. Vous vous souvenez, il y a la barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Voilà, là, on est à peine au-dessus des 44. Un niveau donc extrêmement faible donc, pour l'industrie. Donc légèrement au-dessus des 42 même pour le mois de janvier. Si on observe donc des plus bas, hein, c'est des plus bas depuis mai 2020, n'oublions pas, le premier confinement. Si on regarde dans les services, c'est pareil, là ça a reparti à la baisse, on est autour des 45, un niveau très bas, plus bas depuis novembre 2020, la deuxième confinement. Et si on regarde tous les secteurs confondus, ce qu'on appelle l'indicateur composite, là aussi c'est reparti à la baisse, on est à 44,1 exactement, c'est du plus bas là aussi depuis novembre 2020. Donc là c'est le PIB, vous voyez, la courbe bleue c'est le glissement annuel qu'on voyait tout à l'heure, donc ça aurait dû baisser, pour l'instant ça ne baisse pas trop, mais ce qui va se passer demain, évidemment, montre qu'on va avoir une récession qui va durer, malheureusement, en France, avec donc une croissance extrêmement faible. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les indicateurs des directeurs d'achat qui viennent de sortir, alors c'est la première estimation, donc ne vous inquiétez pas, certains pays ne sont pas là, par exemple le Canada, la Suisse, etc., eux, ils seront là après, en début de mois, donc on les présentera à ce moment-là. Mais pour le moment, ça, ce sont les pays qui publient une première estimation de leurs indicateurs des directeurs d'achat pour le mois courant, donc là en l'occurrence le mois de janvier. D'ailleurs, l'Inde, qui ne le faisait jamais avant, aujourd'hui le fait. Vous voyez, la Chine ne le fait pas, et pourtant l'Inde le fait, elle veut montrer qu'elle rentre dans la cour des grands. Donc voyez bien, l'Inde, ça continue de croître, 61, plus haut depuis septembre 2023. Ensuite, on a le Royaume-Uni, là aussi ça augmente, assez incroyable, avec le Royaume-Uni va malheureusement pour nous mieux que nous, tant mieux pour eux. États-Unis, ça remonte également, 52,3. Japon, ça monte également. L'Australie, mais ça reste sous la barre des 50, et puis ça monte aussi. Et puis bon, la zone euro, c'est quasiment stable. L'Allemagne, la France, vous voyez que ça baisse 44,2. On reste sur des niveaux extrêmement bas. Nous sommes la lanterne rouge de l'économie mondiale. Hein, j'évoquais un plus bas donc depuis novembre 2020, le deuxième confinement. Donc rendez-vous compte où nous en sommes. Et attention, ça, c'est avant les impacts, je dirais, des blocages liés à la crise agricole. Parce que là, bien entendu, ça ne va pas arranger la situation, ça va même l'aggraver, donc on risque d'avoir une récession qui s'installe sur l'ensemble du premier trimestre, voire du premier semestre 2024. Et malheureusement, là aussi, je suis désolé de vous donner des mauvaises nouvelles, mais je dois vous les dire, les chiffres de la DARES viennent de sortir sur le chômage en France. Et bien voilà, ça a continué d'augmenter. C'est vrai que ça avait bien baissé, mais ça augmente légèrement. En 2 trimestres, regardez bien, on a plus 22 200 personnes, donc chômeurs de plus de catégorie A, et toutes catégories confondues, plus 75 600. Je vous rappelle que catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs qui font une preuve active de recherche d'emploi, qui sont immédiatement disponibles, qui n'ont pas du tout travaillé pendant le mois. Donc là, on est à plus de 3,03 millions de chômeurs. Mais si on regarde toutes les catégories de chômeurs, on est à 6,10
17 millions de chômeurs en France. Voilà la vraie situation du chômage en France. Et maintenant que la récession s'installe, évidemment, ça ne va pas améliorer la situation. D'autant que si on regarde les indicateurs avancés de l'emploi, ce qu'on appelle notamment l'indicateur du climat de l'emploi calculé par l'INSEE, ouais, c'est très, très officiel. Regardez bien, c'est la courbe rouge ici. Ça montre que le taux de chômage, qui est pour l'instant autour des 7,4%, pourrait monter à 8,5% d'ici l'été 2024. Voilà la situation effective en France, donc qui est particulièrement malheureusement compliquée. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres pays qui s'en sortent très bien. On a vu tout à l'heure l'Inde. Voyons maintenant les États-Unis, croissance très forte donc, au 4e trimestre, en glissement annuel, on est à 3,1%, un plus haut depuis 2019 si on enlève la période post-Covid. Et donc, on a cet écart qui se creuse entre les États-Unis, donc 3,1% de croissance en glissement annuel. La zone euro, on est à 0. Vous voyez, donc on est sur un écart de plus de 3 points, ce qui est du jamais vu depuis la période 2012. Il y a une erreur ici, c'est 2012 hors période Covid. Rendez-vous compte, on n'a jamais vu ça depuis 2012. Cet écart de croissance, c'était ici aussi élevé à l'avantage donc des États-Unis. Et puis malheureusement, ça ne va pas s'arranger puisque les perspectives donc des directeurs d'achat, on l'a vu aux États-Unis, ça s'améliore, alors que nous, là, ça baisse. Là aussi des écarts qui sont particulièrement dangereux, qui montrent que la croissance va rester forte outre-Atlantique et que la récession va perdurer dans la zone euro. Donc là, attention, ça veut dire que la Réserve fédérale américaine ne va pas forcément baisser les taux d'intérêt comme certains veulent le croire. Et par contre, la BCE, elle devrait baisser les taux d'intérêt, peut-être même avant la Réserve fédérale, mais pas non plus de beaucoup, puisque l'inflation va aussi rester élevée dans la zone euro. Pour ne rien arranger, on l'a vu rapidement tout à l'heure, les Anglais ont retrouvé le chemin d'une croissance dynamique. Dans l'industrie, c'est toujours la récession, la courbe rouge ici. Dans les services, une croissance assez forte, ce qui veut dire que les Anglais vont avoir une meilleure performance de croissance que la zone euro, et ça fait déjà plusieurs trimestres que ça dure, donc soyons là aussi extrêmement prudents et soyons surtout extrêmement humbles vis-à-vis de nos amis anglais. Et puis surtout, le danger de tout cela, c'est que s'il y a plus de croissance aux États-Unis, notamment par rapport à la zone euro, eh bien l'euro va repartir à la baisse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les exportations. Quand on voit l'euro qui est autour des 1,08 $ pour un euro, ça va certainement passer en deçà. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les exportations, mais attention, quand l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, donc ça augmente également l'inflation, et si l'inflation augmente, ça veut dire que la BCE ne pourra pas baisser les taux d'intérêt comme certains l'imaginent, comme on pourrait le souhaiter. Donc, grande prudence pour la zone euro, pour la France, avec une récession qui est là, une crise sociale, sociétale, politique également, qui pourrait arriver donc, en France et dans l'ensemble de la zone euro. Je suis désolé, j'aimerais vous dire des bonnes nouvelles, mais malheureusement, on ne va pas se voiler la face, on est là pour dire la vérité, pour dire les choses. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle justement dans ce contexte assez incroyable, c'est que la bourse continue de croître. Alors là, c'est vrai que c'est complètement fou. On a donc, on le voit ici, c'est le CAC 40, mais c'est pareil sur la bourse américaine, etc. Voilà, on a atteint un nouveau sommet au moment où je vous parle, on se rapproche même des 7700 points, c'est incroyable. Donc là, en clôture, on était à 7640 le 29 janvier. Formidable. Donc, bien sûr, il y a un prisme du luxe, parce que le luxe représente 35% de l'indice du CAC 40 aujourd'hui, comme vous le savez. Donc, ce qui veut dire que le CAC 40, c'est un indice luxe, quasiment. Donc, c'est un petit peu biaisé. 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, donc ça n'a pas trop à voir avec la France, j'ai envie de dire, mais tout ça pour dire qu'attention, là aussi, ça va créer des tensions, ça va créer des inégalités, parce que ceux qui ont de l'épargne, ceux qui ont pu investir, vont s'enrichir finalement, alors que d'autres, évidemment, souffrent de plus en plus. Donc là, tension sociale, sociétale qui perdure, mais tout ça n'est pas forcément bon, et on revient sur le même problème, c'est qu'on a tellement distribué de liquidités de 2020 à 2023 finalement que il faut payer tout ça. On a malheureusement pris des mauvaises mesures, on a distribué comme ça sans regarder à qui allait cet argent, et on voit bien qu'aujourd'hui on aurait besoin de relancer la machine, par exemple sur l'agriculture, mais on n'a pas les moyens de le faire. Certainement le gouvernement va signer des chèques en blanc, mais ça va augmenter le déficit et la dette, et ensuite on aura des sanctions, notamment sur les taux d'intérêt qui vont augmenter. Donc on finira là aussi par payer la facture, malheureusement, quoi qu'il arrive. Voilà donc pour ce contexte un peu compliqué, avec une bonne nouvelle qui est un petit peu anormale, donc tant mieux, on va s'en féliciter, va-t-on dire, mais il faut quand même rester extrêmement prudent. Donc merci encore une fois pour votre fidélité, continuez donc de vous abonner, de liker, donc de souscrire également si vous le souhaitez, devenir abonné premium, et évidemment on est là pour répondre à vos questions. Si vous avez d'autres idées, évidemment on les suivra pour évidemment vous rendre le maximum de services et faire passer la bonne parole économique. Donc merci encore, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.